Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre troisième Underground Session de l'année. Je suis Manon, je suis en charge du marketing et des événements chez Appirir. Pour ceux qui sont là un petit peu par hasard, Appirir, c'est une plateforme de location d'espaces éphémères à Paris, Londres, New York et bientôt Los Angeles. Tous les 2-3 mois, on organise des Underground Sessions, donc des cocktails conférences, pour réunir les gens avec lesquels on aime travailler, des marques, des créatifs. Et ce soir, les collaborations entre marques et créatifs seront à l'honneur. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cassandre Estève, Lucie Coudurier, Lucille Grémion, Alice et Anaïs de Girls Pop. Cassandre, tu es diplômée de l'école de Condé où tu as suivi une formation en design, art appliqué et communication visuelle. Tu as travaillé chez Extreme Agency, Hachette Livre et Cortège et maintenant chez Little Agency en tant que graphic designer et directrice artistique. En parallèle, tu travailles en freelance pour différentes marques et magazines, dont Conform Magazine, All Gone, Bivouac ou Diadora. Ton champ d'action, c'est la création d'identités visuelles, notamment de logos, la photo éditoriale et l'édition. Lucie, tu es diplômée de Camondo, où tu as étudié le design et l'architecture d'intérieur, tu as été set designer et scénographe pour Hopscotch, Luxe, anciennement HMM, Le Bon Marché, Iconoclast Spécial, Shortcut et encore un grand nombre d'agences événementielles sur Paris. Aujourd'hui, tu as ton compte et tu comptes parmi tes clients Tara Jarmon, Louvreuse, Nike, Wheel of Green, Lanvin, Lancôme et Fanta pour qui tu as designé et aménagé un espace Appirir. Ton champ d'action, c'est le design d'intérieur pour des boutiques ou de l'événementiel. Anaïs et Alice, vous avez fondé ensemble Girls Pop. C'est un triple projet puisqu'à la base c'est un blog où vous partagez vos bons plans mode, food et déco. Vous avez ensuite lancé un studio de création contenu et un e-shop. Votre studio se divise en 3 pôles, la direction artistique, l'événementiel et le stylisme. Vos talents sont super variés puisque vous travaillez aussi bien sur de la photo, de la vidéo, de la curation, de la scénographie. Vos clients sont aussi diversifiés puisqu'on retrouve Sephora, Undies, My Little Paris, la grande épicerie. Lucille, tu es diplômée de la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle. Tu as d'abord travaillé dans l'événementiel mode et luxe en agence chez Success Event et 220. Et la gestion de projets culturels, notamment au Café de la Presse, avant de toucher à la direction artistique. Tu as fondé Bureau Badass avec Sarah Forst. Une agence créative qui accompagne les marques dans la conception de leurs événements ainsi que dans la création d'images, photos et vidéos. Tu as collaboré avec le Centre Pompidou, Centre Commercial, Anou Paris, Anti-Fashion ou encore Vans. Bienvenue à toutes. Merci. Un des éléments centraux de votre travail à toutes, c'est de collaborer avec des marques. J'ai une première question pour Alice et Anaïs de Girls Pop. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par collaboration quand on est un artiste ou un créatif ? Alors attends, on va bien commencer parce que le fil est coincé sous la chaise, donc tout va bien, donc c'est normal. Voilà, comme c'est nous qui commençons, forcément ça va être un peu chaotique. Et en plus on s'est fait une petite anti-sèche sur l'iPhone pour faire des réponses à peu près construites. C'est toléré ce soir. Donc on est hyper à l'aise et on est ravis que ça commence avec nous, qu'on se le dise. Donc on parlait de la collaboration et on va essayer de le faire en ping-pong. Alors pour nous en fait, pour nous une collaboration c'est à la fois un échange de savoir-faire. Ça c'est le premier point. Souvent quand en fait on s'allie avec d'autres créatifs, des marques, etc. C'est souvent parce qu'en fait on va se rencontrer sur le fait qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences, mais qu'on a envie de regarder dans la même direction. Donc ça c'est déjà notre premier point. Il y a aussi le fait de défendre une idée, c'est-à-dire en fait, pour nous, le plus important, c'est l'humain, quoi qu'il arrive. Et souvent, le fait de s'accorder, c'est ce qui nous permet de... C'est hyper compliqué de commencer, en fait. J'ai pas d'anti-sèche pour toi. Ouais, donc... En fait, il y a la collaboration créative. Et pour nous, de prime abord, c'est une rencontre humaine, un échange, que ce soit pour un événement, que ce soit pour monter, je sais pas, par exemple, une marque de suite. On fait une collaboration avec une artiste qui s'appelle Studio Genesi et qu'on lance là au mois de novembre. Elle est brodeuse.
Nous, on ne sait pas faire. Elle sait faire du lettering. Nous, on ne sait pas faire. Par contre, on avait envie ensemble d'avoir le même discours et on voulait parler, par exemple, du savoir-faire des femmes créatrices. Donc, on a nommé cette collection The Cream of the Cream, parce que Amy est américaine. Et c'est là où, en fait, on se rend compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'allie, on regarde dans la même direction, et c'est là où la fusion se fait. Et on cherche, on tâtonne, et petit à petit, les contours se dessinent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu as totalement répondu à la question et du coup ça me fait une transition parfaite pour Cassandre. Justement, je voulais savoir pour toi comment est-ce que tu choisis les marques ou les clients avec lesquels tu collabores. Alors oui, moi je pense qu'il y a déjà une question d'affinité artistique. En cas général, je vais facilement vers des personnes qui ont un domaine qui me parle, que ce soit généralement vers la street culture ou quelque chose qui s'y apparente. Après, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux domaines et donc je ne vais pas choisir quelqu'un... J'aime vraiment ce moment de collaboration et à chaque fois c'est un nouveau défi de découvrir et de travailler avec quelqu'un de nouveau, donc je m'intéresse un peu à tous les domaines. Lucille, est-ce qu'une collaboration c'est forcément un échange donnant-donnant entre le créatif et la marque? Quelle est la retombée pour l'artiste, le créatif, et quelle est la retombée pour la marque selon toi? C'est assez pluriel parce qu'il y a déjà la collaboration comme vous avez expliqué avec les talents avec lesquels on travaille, parce que quand on est DA, en général on ne travaille pas tout seul, on a des super équipes avec nous et on fait beaucoup de collaborations techniques, créatives, et tu parlais de fusion et j'aime bien ce mot, mais il y a aussi comment on choisit nos clients et nos marques. Parfois on ne les choisit pas et parfois c'est super bien qu'on ne les choisisse pas parce que c'est des coïncidences. C'est le hasard, c'est des rencontres, c'est sur un événement ou lors d'une soirée ou d'un événement comme ce soir, on va faire des rencontres et là, il y a des clients qui arrivent et des collaborations peuvent naître. Et après, c'est nous aussi en tant qu'agence, et il y a une réalité économique, on va aussi chercher des clients, des marques avec qui travailler. Et il y a le troisième point, c'est aussi, on a des rêves en tant que DA, on a des envies, on a 10 milliards d'idées par jour. Et du coup, on a des envies souvent qui sont plus importantes que les autres et on a envie de créer ces idées avec un client ou une marque qu'on adore. Et bah, là, on va aller la chercher et parfois, c'est nous qui allons la chercher, qui allons chercher le client ou la marque. Vous développez toutes les 5 votre propre identité visuelle. Comment est-ce qu'on parvient à allier son propre sens esthétique à l'univers d'un client, d'une marque? Anaïs, Alice? Oui, alors du coup il y a cette dimension de rencontre, il y a aussi une dimension d'apprentissage au début. Alors nous on a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas une formation, on n'a pas été formé ni pour être DA, ni pour... on n'arrivait pas avec un background, un parcours scolaire, des stages en agence, etc. Enfin tout ça nous on ne connaissait pas. Du coup au départ c'est les clients qui sont venus à nous, donc en l'occurrence c'était des agences de communication, des marques et des agences événementielles, et en fait au départ comme on était hyper curieuse et qu'à chaque fois qu'on nous proposait un sujet, on trouvait ça génial. D'ailleurs c'est un mot, tout le monde se moque de nous parce qu'à chaque fois on trouve ça tout génial, parce qu'on trouve que tout est super, et du coup on s'est engagé dans plein de projets et petit à petit en fait on s'est aussi constitué une identité, et c'est là où en fait on a commencé un petit peu à orienter et on a pu aussi de mieux en mieux répondre aux demandes et aux besoins et mieux les appréhender. Et petit à petit, ça a été un vrai parcours sur nous, personnel, en nous connaissant mieux. Mais du coup, on avait envie petit à petit de définir un discours, une identité, de s'orienter en fait vers des partis pris. Et pour nous, en l'occurrence, c'est la couleur, le côté ultra positif, ça fait pas forcément l'unanimité, mais en tout cas, nous, c'est notre postulat, parce que c'est ce qu'on vit déjà au quotidien. Non, c'est bien. D'accord, okay. Donc elle est d'accord. Merci Alice. Cassandre, quelle question est-ce qu'on doit se poser quand on doit créer l'identité visuelle d'une marque ? Alors je pense qu'il faut commencer par poser beaucoup de questions à son client, à savoir dans quel univers il veut s'orienter. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je lui demande s'il y a des logos, des choses qui l'ont marqué, du graphisme, enfin quelque chose. Et comme ça nous donne une première base d'échange sur laquelle on peut commencer à avancer. Je comprends déjà ce vers quoi il veut se diriger. Après, bien sûr, je lui demande quelle est la concurrence directe, quelle va être sa cible surtout.
quel message je veux faire passer. Donc ça va m'aider à définir en cas général la typo, l'univers coloriel aussi. Et donc c'est vraiment un travail à deux avec le client, à savoir cerner ses envies. Et voilà. Et justement, en parlant de ses envies, en général, c'est quoi les exigences? Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent dans la création d'identités visuelles, comme il peut y avoir en mode Alors, au niveau de la typo, au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a des tendances qui émergent et des demandes de marques qui sont très spécifiques par rapport à ça? Alors, il y a des tendances qui émergent. Là, en ce moment, dans le graphisme qui est quand même assez pointu, on joue énormément avec la typographie, c'est-à-dire la typographie, on va faire beaucoup d'accidents, des accidents qui sont du coup voulus et maîtrisés. Et donc, on va créer avec les lettres des vrais signes. Donc, on va faire aussi des monogrammes, des choses comme ça. Après, outre le fait qu'il y ait juste le logotype, il y a tout l'univers qui est derrière. Donc, on va travailler beaucoup avec des contours, de la superposition un petit peu. Voilà, donc on est en hiver en ce moment qui est quand même assez en noir et blanc avec une couleur généralement un peu punchy, souvent du fluo. Donc on a arrêté cette ère du pastel qu'on avait un peu l'année dernière et les années d'avant. Et après, pour parler de la création en plus grand, enfin il y a quand même on a une 3D affirmée en ce moment. Donc il y a quand même de la 3D avec par exemple la composition, des textures qu'on va utiliser. Il y a même des influenceurs qui sont en 3D sur Instagram. Donc on a vraiment tout cet univers de la 3D qui est quand même vraiment très important en ce moment. Et après, moi je travaille beaucoup dans le packaging et il y a une volonté de montrer qu'on est éco-responsable. Donc on va montrer beaucoup de naturalité, on va montrer des patterns, vraiment de la nature, des images comme ça, utiliser un univers coloriel qui s'y rattache, utiliser des textures aussi. Donc voilà, il y a déjà ça. Et après, ça dépend vraiment du milieu. Comme dans le luxe, on peut remarquer que la street culture les influence beaucoup. Par exemple, avec la collaboration Louis Vuitton et Suprême, mais aussi ils ont une grande envie de travailler, par exemple, avec des gens qui font du graffiti, comme Tirsa, puis travailler pour Mouette et Chandon. Donc il y a vraiment, ça dépend vraiment du client. Il y a des choses émergentes. Après, tout est différent en fonction des personnes. Comment on peut définir une identité visuelle forte, Alice? Anaïs? Au hasard. Alors, pour nous, déjà, simplement une identité visuelle forte, a priori, c'est une identité qui va rester. C'est-à-dire que quand on va repartir, c'est un peu comme, je sais pas, voir une pièce de théâtre qui nous bouleverse ou un film. C'est quelque chose qui va laisser des petites graines dans notre inconscient, dans notre imaginaire. Quand on va refermer les yeux, on va y repenser. C'est un peu l'impact aussi d'une photo forte. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça que nous, on le perçoit. Et c'est aussi, souvent, c'est une identité qui est réfléchie, qui a du sens. On produit beaucoup d'images, on produit on est très... notre génération, notre milieu a besoin en fait de se nourrir de beaucoup de visuels et des fois on a tendance aussi à confondre la quantité pour se dire qu'on est très présent et très identifiable avec finalement la qualité d'une image, d'un logo, d'une couleur qui va être plus impactante et raconter quelque chose. Et du coup, ça c'est Alice qui parle pas mais qui le fait beaucoup. Salut Alice. Tout le monde dit bonsoir à Alice. Voilà, qui réfléchit pas comme moi, qui réfléchit en couleur et en visuel et qui passe son temps à me dire mais on le fait, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Pourquoi on choisit telle tonalité? Pourquoi on choisit, tu parlais de la typographie tout à l'heure, en fait c'est vraiment... Il faut avoir envie de raconter quelque chose et de défendre un projet. Je ne sais pas si, par exemple, vous portez tous des projets. Quand on va faire une levée de fonds, vous avez besoin de croire en votre projet pour que les gens puissent y adhérer. Et en fait, votre identité, c'est exactement la même chose. Il faut que vous ayez envie de la porter tous les jours et qu'elle vous corresponde, je pense. Voilà. Est-ce que tu as des exemples, justement, à nous donner de marques qui font ça très bien? Là, comme ça? Comme ça, non, parce que j'ai pas bossé sur les exemples, mais non. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est qu'aussi une identité, elle évolue. Je pense que c'est un peu une idée
un peu folle de se dire, par exemple, j'investis dans un logo ou dans des visuels, dans une trame, je sais pas, d'Instagram, etc., qui va perdurer dans le temps. En fait, c'est pas le cas parce que l'identité de la marque évolue en même temps que son activité, en même temps que ses consommateurs, et du coup, toute l'histoire continue de s'écrire. Donc, en fait, c'est une évolution permanente, c'est une remise en question permanente. Et oui, enfin, on parlait tout à l'heure, en fait, on discutait d'autres trucs et on parlait justement de Nike. Ils ont aussi apporté de l'évolution, Google aussi, enfin, tout le monde, en fait. Et du coup, en fait, c'est aussi être capable de se remettre en question et essayer de chercher toujours le meilleur pour passer le meilleur des discours, quoi. Je peux aller. Cassandre, Alice, Anaïs, vous définissez des éléments de branding en général sur des supports digitaux. Lucie et Lucille, vous, votre terrain de jeu, c'est plutôt l'événementiel et les boutiques. Lucie, comment est-ce qu'on transpose du coup une image, une identité de marque en événement ? Alors, me concernant, moi j'ai une approche un petit peu scolaire, on va dire, pour débuter un projet, pour débuter ma réflexion, à savoir étudier vraiment l'univers de la marque. Donc son histoire, d'où elle vient, en quelle année elle a été créée. Et c'est souvent le point de départ aussi des fondamentaux, des valeurs même de la marque qui vont être un peu gravées dans la pierre et qui vont évoluer et qui vont suivre tout au long, on va dire, du développement de cette marque. Donc je débute par cette recherche et une fois que j'ai, on va dire, bien étudié mon dossier, c'est à ce moment-là que je peux moi-même raconter une histoire, on va dire, dans la continuité de l'histoire existante. Ce qui est important aussi, c'est que dans des grandes sociétés, je sais pas, des marques telles que Lancôme ou Nike ou whatever, il y a des gens qui sont au marketing, qui créent des messages philosophiques qu'ils ont écrits pendant plus d'1 an, qui vont donner au secteur communication, puis après au digital, puis après à la partie relations presse. Et c'est un travail qui va vraiment prendre énormément de temps pour eux. Et le moment de l'événement, c'est le moment où, pour un lancement, imaginons presse, un lancement d'un nouveau produit, c'est le moment où le produit va vivre. Donc c'est des enjeux qui sont aussi bien financiers que pour des retombées presse qui sont très très importantes pour eux. Et moi, me concernant, je trouve ça assez galvanisant d'être en tout cas à cette étape-là. Et pour aussi les prendre au sérieux, ça faut prendre la peine en tout cas de vraiment étudier ça comme une bible, on va dire, aussi bien l'histoire, l'aspect marketing du produit. Et à ce moment-là, on peut proposer une idée spatiale qui va être cohérente, qui va être légitime et qui va fonctionner, quoi. Super. Lucille, toi tu dis que Bureau Badass c'est une agence créative engagée. Comment est-ce que tu le traduis dans les événements que tu organises ? En effet, Bureau Badass, vous m'entendez ? Je sais pas, non, ouais ça marche, ok. Je sais pas, on n'a pas... Bref. Bureau Badass est engagé. Engagé, on l'a imaginé et surtout c'est au fond de nous. C'est une valeur qui est à l'intérieur de nous et qui est transversale dans notre agence créative. Elle est transversale via déjà la production de tous nos événements, c'est-à-dire comment on va mettre en place une installation, comment ensuite on désinstalle cette installation et où vont ces déchets. C'est des questions qui sont hyper importantes pour nous dans le milieu d'événementiel. C'est des événements éphémères qui durent pas longtemps, sur lesquels on travaille beaucoup, sur lesquels aussi on a mis beaucoup de création, on a mis des collaborateurs. Enfin, je pense que Lucie, toi, dans tes installations, c'est des questions on se pose tous en tant que concepteurs et créateurs. C'est où vont après ces objets. Et du coup, nous, on a trouvé des solutions avec des ressourceries pour réemployer ces objets. Et maintenant aussi, on est vraiment dans une stratégie engagée dans la fabrication. C'est qu'on va utiliser des matériaux déjà qui sont pas forcément neufs, issus du réemploi. Je vous donne un exemple, j'espère que peut-être que vous connaissez ou pas, mais la Réserve des Arts, c'est un énorme lieu à Pantin qui est une énorme ressourcerie et c'est une mine d'or. C'est génial parce que c'est beaucoup de décors du cinéma, c'est du tissu, des textiles. Nous, on fait pas mal aussi de création d'ateliers où on utilise des matériaux de réemploi. Donc voilà, et après c'est aussi l'engagement sur le message qu'on veut délivrer. On est, avec Sarah, mon associée, on est toutes les deux femmes qui ont monté une entreprise en 2018. Déjà ça, je pense que c'est un engagement. Bravo.
Et l'engagement, c'est aussi par le message. Aujourd'hui, on est sensibilisé à la transition du climat, de notre planète, notre chair est tendre. Elle va rester, l'humanité, on ne sait pas encore. Et c'est des sujets qui nous touchent. C'est aussi des sujets via le textile qui nous ont touchés, dans lequel on a travaillé, dans lequel on travaille, dans le stylisme éco-responsable et éthique. C'est un peu des mots un peu barbares, mais on essaye de les rendre plus sexy et glamour. Je pense que Cassandre, toi, avec ton édito que t'as montré, je vous invite à aller le voir, il est hyper beau. Et c'est que avec des marques véganes, et c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose au sein du Bureau Badass. Comment être engagé, mais rester sexy et glamour, attrayant et tendance. Donc voilà l'engagement au Bureau Badass. Justement, les engagements, est-ce que c'est un critère de choix quand tu collabores avec quelqu'un ? Alors, c'est un critère... souvent, on attire ce qu'on est. Alors, je sais pas, c'est ma mère qui m'a soufflé ça quand j'étais petite. Mais dans l'idée, on travaille dans un écosystème avec nos connaissances, les gens avec qui on a travaillé avant, via des rencontres, via des événements. Et souvent, on travaille avec des gens qui travaillent aussi dans ces démarches, avec des startups qui ont des démarches éthiques ou qui essayent au moins de se poser des questions, des créas, voilà. Et après, la question qu'on nous pose souvent, c'est si H&M vient te voir, si Ikea vient te voir, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, nous, on a mis en place, c'est aussi intéressant d'aller pas forcément prêcher des convaincus. Parce qu'en fait, quand tu travailles qu'avec des marques éthiques, eux, ils sont OK, nous, on va les rendre un peu plus attrayants, un peu plus sexy. Mais dans l'idée, pour peut-être aider à changer, en tout cas apporter de la valeur positive, c'est aussi d'aller travailler avec des marques où ils ont besoin de voir de façon un peu plus engagée, un peu plus éthique. Et là, on appelle ça le cheval de Troie. C'est par exemple avec Vans, tu citais un client avec lequel on a travaillé, où on a fait en fait, dans une boutique, on a mis un atelier qui était ouvert à tout le public, le consommateur, un samedi après-midi dans les halles, le temple de la consommation. On a fait un atelier de broderie. Donc dans l'idée, c'est aujourd'hui un jeune qui achète sa paire de baskets ou son t-shirt Vans, il ne sait pas comment est fabriqué le produit et d'où il vient, son histoire et son impact sur l'environnement. Et du coup, ces créations d'ateliers, ces chevals de Troie, on vient les apporter dans ces marques, dans ces boutiques et dans ces marques pour sensibiliser, et pas forcément de façon moralisatrice, ennuyante, on en a marre de tous ces brelots fatalistes. Donc voilà, on vient apporter une création un peu plus subtile, où on apprend via la broderie que ça prend du temps de mettre un fil dans une aiguille, ça prend du temps de créer des concepts, ça prend du temps de mettre en place des projets. Voilà. Tu organises des ateliers, mais tu organises aussi un autre type d'événement, c'est les happenings. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à travers ce type d'événement ? Les happenings, on adore ça au Bureau Badass, parce qu'on raconte des nouvelles histoires et surtout on vient stimuler des imaginaires, vos imaginaires. Et ça, c'est impalpable et voilà, j'adore. et vas-y, réponds, mais... non, mais je trouve ça très bien. Mais c'est vrai, on vient stimuler dans votre sensibilité. Et en fait, ça fait du bien. Je pense que dans cette société où tout est mesurable et on a des indicateurs pour tout, et bien là, une performance, quand on vient dans un événement, on a certes le nombre de vues sur Insta, le nombre de vues sur nos stories ou le nombre de tweets, mais en fait, on ne sait pas est-ce que ça a été rentable ou pas. Et déjà, ça, c'est une belle histoire à raconter dans cette économie de croissance que moi aussi, avec mon agent, je vis. Mais voilà, et c'est surtout, on raconte des histoires, on collabore avec des artistes qui viennent du monde entier, et on vient... donner de la surprise, de l'envie, de la vibration, et ça c'est hyper excitant et c'est vraiment l'art de collaborer dans l'happening, il est hyper intense. Lucie, quand on design une boutique, il faut à la fois fournir un cadre de vente cohérent avec l'image de l'enseigne et à la fois prendre en compte certaines contraintes comme la circulation, le parcours client. Est-ce qu'il existe une recette gagnante ? Alors, pour répondre à cette question, déjà la première chose, c'est l'espace dans lequel on doit s'implanter. Donc, on doit essayer d'étudier au plus rapidement, on va dire, les forces et les points faibles pour pouvoir en tirer, on va dire, un maximum de qualité.
pour un projet viable. La deuxième chose, moi je me posais pas tout de suite la question du parcours client, c'était plus déjà que le client ait déjà l'envie de rentrer dans la boutique pour commencer. Donc plusieurs moyens, à savoir séduire, attirer le regard, donc par la vitrine, et puis dans un second temps essayer que le client ait envie de rentrer par curiosité et qu'il ait envie d'y rester. Donc pour exemple, moi j'ai fait l'année dernière une boutique pour une marque de maroquinerie qui s'appelle Louvreuse, et j'ai travaillé sur un univers un peu memphisant avec des couleurs un peu pop. Donc la façade était jaune, j'avais mis un petit banc, j'avais mis de la végétation, une invitation à pouvoir juste se poser déjà en vitrine. À l'intérieur, j'avais créé une alcôve un peu rose bonbon qui donnait envie en fait de voir ce qui s'y passait, parce que c'était un peu singulier, et surtout dans un quartier tel que le 7e arrondissement, en face de l'ancienne habitation de chez Macron, c'était un peu particulier. Et ouais, le côté rassurant en fait, pour avoir déjà peut-être vécu, que ce soit dans des boutiques de mode ou de luxe, où on rentre et on ne se sent pas bien accueilli. Clairement, on sent qu'on ne fait pas partie de la cible et qu'on n'a pas les moyens de se payer les vêtements, mais peu importe, pour moi c'était important que même si on n'a pas les moyens de se payer les sacs, qu'on ait quand même l'envie de rentrer, et même qu'on se pose aussi la question s'il s'agit vraiment d'une boutique de sac à main ou bien si c'est autre chose. C'était à mi-chemin entre le musée et donc avec des couleurs, des formes douces, arrondies, généreuses, et aussi le souci du détail. Je pense que c'est important. Donc notamment pour cette boutique, on avait envie de créer une identité olfactive. Et donc on a référencé pas mal de parfumeurs. On a opté pour utiliser un parfum créé par Bully qui puise la plupart de ses odeurs, qui s'inspire d'un parfumeur des années 1800. Et donc il y a des odeurs très brutes, notamment une où il y avait du cuir avec d'autres essences, et donc ça faisait caisse de résonance avec l'univers de la boutique. Donc, pour répondre à ta question, qui était d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a une recette Une recette gagnante je pense qu'il faut étudier l'espace, il faut mettre à l'aise, il faut être généreux et il faut avoir le souci du détail. Tu parles justement des boutiques, on peut un peu confondre et se croire dans un musée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour faire vivre une super expérience, un retailer doit penser son shop comme un curator, par exemple ? En l'occurrence, en tout cas dans cette boutique-là, c'est vrai qu'il y avait encore une fois d'autres collaborations, à savoir qu'elle exposait tous les mois. Alors, en fait, puisqu'elle s'appelle Louvreuse, c'était inspiré justement de sa formation de la créatrice qui avait fait l'école du Louvre. Et donc elle avait vraiment ce parallèle, en tout cas avec l'idée du musée. Et donc elle faisait chaque mois un vernissage pour présenter une nouvelle artiste. Et je trouve ça intéressant, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de concept stores maintenant, c'est qu'on mélange le lifestyle, la food, le graphisme, le dessin, enfin un peu tout. On a aussi bien du vêtement avec des planches à découper, parce que tout se réunit, finalement ça se marie plutôt pas mal. Alors après, de là à imaginer ça comme un peu un white cube, comme une exposition, j'ai peur que ça soit un peu froid du coup, donc pas nécessairement. Sauf si c'est Girls Pop qui est aux commandes et qui met ses couleurs et son punch à l'intérieur. L'expérience en magasin, du coup, c'est devenu presque aussi important en fait que le produit. Comment est-ce qu'on crée une expérience totalement mémorable aujourd'hui en magasin et qui soit aussi diversifiante, quoi. C'est une question pour tout le monde. La première à gagner. Ok, vas-y. Non, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Je pense que c'est un peu philosophique et peut-être un peu poétique, mais j'assume ce côté-là. Et en gros, je pense qu'il faut de collaboration. Quand on les produit avec le cœur, avec une stratégie business aussi, avec des enjeux chiffrés et des enjeux aussi créatifs. Et aujourd'hui, quand une expérience réussit, c'est quand on a rempli un peu toutes ces cases. Et je pense que la collaboration avec des artistes et prendre le risque en fait, être audacieux
ça peut être une des solutions. J'ai pas la recette pour être audacieux, mais en tout cas d'avoir l'objectif, d'atteindre cet objectif, ça serait peut-être une clé. Moi, je suis un peu pénible. Tu peux reposer la question? La question, c'était comment est-ce que tu crées aujourd'hui une expérience mémorable dans une boutique, dans un espace de vente, pour te diversifier, à l'heure où on ouvre des shops tous les 4 matins en un clic. Il y a pas mal d'exemples qu'on a pu voir ces quelques années, à savoir, je sais pas, chez Uniqlo par exemple, ils avaient créé comme une boîte immense et toutes les 15 minutes, le prix descendait de 20 € de moins et on avait 5 minutes pour récupérer les vêtements, pour pouvoir les payer. Je sais pas, il y a les expériences en boutique. J'en connais pas non plus des masses, mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'événements, il y a beaucoup plus d'expériences. En tout cas, on essaye de créer effectivement une expérience autour du produit. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des événements boutiques un peu classiques. Il y a rarement là, j'ai pas d'exemple en tout cas de choses assez surprenantes. Peut-être pour la dernière question. Des choses à faire encore. Si je voulais dire quelque chose. Du coup, je voulais parler de cette question-là. En fait, je trouve qu'on est une génération en mutation. Donc nous, on ne cherche plus le fast achat. On est vraiment dans la recherche... pardon, c'est un peu dur, mais j'essaie de... on est vraiment dans l'achat conscient. Donc quand on va se déplacer en boutique, il y a Zara, il y a H&M, il y a tout ça, c'est easy. Mais on est une génération en fait, qui va chercher à acheter consciemment. Donc, tu veux rebondir? J'arrive pas avec dire. Oui, en fait, tu parlais tout à l'heure de générosité et d'expérience. Donc, effectivement, comme disait Alice, il y a toute l'offre qui existe déjà et qui, peut-être, d'autres continueront d'en faire. Et voilà. Mais peut-être que quand on est porteur de projet, l'ouvreuse, nous, on avait découvert la marque au moment de l'ouverture de la boutique, etc. Et puis, le projet que tu avais porté avec Marion. Et en fait, effectivement, il y avait vraiment cette dimension-là. C'est à un moment donné, une créatrice s'empare d'un sujet et en fait on voit transparaître en fait presque son âme, ses convictions dans son espace. Il y a vraiment, en tout cas nous ne la connaissant pas personnellement, c'est ce qui transparaissait pour nous. Il y a son produit, un produit qu'elle défend, et aussi l'expérience en magasin où on va rentrer dans un endroit qui est sympa, qui est accueillant, et en fait des projets, des concepts, il y en a 100 qui s'ouvrent tous les jours, 100 certes, souvent sur la même idée, on parle tous de conscience, on parle tous de la manière de consommer, mais chacun en fait a un postulat et en fait chacun est unique, donc chaque projet l'est aussi, et le mieux c'est quand on arrive en fait à le transmettre, parce que du coup en parlant de petit on touche grand, et je pense que quand on rentre dans un espace qui nous ressemble le plus possible, c'est là où on peut créer de l'échange. C'est comme si les gens venaient chez soi, quoi. On a envie qu'ils soient le mieux possible et qu'ils s'installent. Je pense que c'est là où ça se passe le mieux. Mais c'est vous qui êtes plus... Cassandre, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai pas grand-chose à rajouter, non. Okay, merci beaucoup, Cassandre. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On va faire passer un micro. La première question, je sais que c'est pas toujours facile de se lancer, mais vous êtes les bienvenus. Aucune question? Ça a été super dur pour nous de nous lancer, donc franchement, allez-y, quoi. Soyez pas timide si vous êtes une marque. Si vous êtes... Ah ouais. Ok, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, centre commercial, tu vois le concept store que la marque Veja a fondé, les fondateurs de la marque de basket Veja, ils ont créé un concept store qui s'appelle centre commercial. Ils en ont ouvert un rive droite, et l'année dernière, ça va faire bientôt 1 an, ils ont ouvert rive gauche, rue Madame, et c'est un concept store et c'est une marque engagée avec des valeurs. Et ils sont venus nous voir, ils ont fait toc toc toc, bureau badass, est-ce que
Aujourd'hui, on aimerait avoir, lors de notre événement, de l'ouverture de la boutique, où il va y avoir de la presse, des influenceurs, nos collaborateurs, nos partenaires, pouvoir sortir un peu des happenings ou des événements, des lancements un peu différemment. Du coup, nous, on a réfléchi au Bureau Badass et on s'est dit comment on pourrait interpréter leurs valeurs et comment on pourrait interpréter cette soirée d'ouverture qui est quand même une deuxième boutique dans Paris. C'était un grand challenge pour eux. Comment le valoriser de façon artistique. Du coup, on a cherché ce que tu expliquais dans la démarche de l'histoire, de s'imprégner vraiment de la marque, du produit et de passer du temps aussi avec nos clients. Et ensuite, on fait des réunions créatives en interne. Et là, il y a une idée qui germe. Et là, c'était l'idée d'interpréter toutes ces valeurs éthiques sur la fabrication, sur la transparence de la production des vêtements, mais pas avec des mots, pas être moralisateur. Et du coup, on a demandé à un danseur de venir interpréter. Et on a écrit avec lui une interprétation créative. Il s'appelle Karim Nar. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est sur Internet. Et il est venu interpréter de façon artistique ce moment. Donc c'était un happening, c'est-à-dire que personne ne savait. Et là, par exemple, comme ce soir, il pourrait avoir un danseur, comme quelqu'un qui fait du mime ou n'importe quoi, en fait, tout ce qui est possible et ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, on avait construit aussi un show, pareil, là, qui était surprise, où c'était une jeune femme qui est venue faire un rap, un slam, en duo avec une contrebassiste. Donc, dans la boutique, on a interpellé les gens de façon différente et on a stimulé, ce que je disais tout à l'heure, en fait, une sensibilité qui est autre que avoir ce qui est très bien, mais qu'avoir un DJ set avec un petit cocktail qu'on boit toujours. Mais voilà, on est venu un peu titiller et venir apporter de la vibration et voilà. Et de l'humain avant tout. Grave. Est-ce qu'on a une deuxième question? Un autre courageux dans la salle? Ou pas du tout? Ok. Merci. Merci à vous, grand courageux. C'est ça le truc. C'est un pas mal de challenge. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi j'aurais une petite question, c'est pour vous la localisation est vraiment primordiale ou l'expérience peut prendre le pas et finalement la mettre au second plan? Ça dépend de combien de temps. Si c'est un shop pérenne sur plusieurs... c'est-à-dire que nous, on fait un pop-up, par exemple, et là, on fait des rendez-vous pour que les gens viennent. Donc, en fait, tu vas avoir une action de communication qui va être ciblée sur le temps d'un pop-up. Donc là, les gens, tu les fais venir par rapport à ce qui va se passer dans ton espace. En revanche, je pense que réellement, si c'est pour un espace pérenne sur le long terme, moi, je pense que c'est important, la localisation. Mais ça dépend de ce que tu fais aussi. Si tu fais un resto ou un shop, enfin, je sais pas. Oui, ça dépend de l'activité, pardon. Je sais pas. Ça dépend de l'activité et du... je sais pas, nous, on se pose toujours la question, enfin, surtout en événementiel et tout ça, de l'accessibilité, parce qu'il faut que les gens puissent venir se déplacer facilement. Après, quand tu défends des valeurs et que tu as envie de montrer de présenter, par exemple, des talents, etc., bah, tu sais que tu vas aussi susciter une envie. Ouais. Donc, en fait, c'est la combinaison de tout. Ouais. Enjoy. C'est ça. Merci beaucoup. Une autre question ou pas du tout? Non? Bon, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Merci à vous les filles. Merci aux... Je galère un petit peu, désolée. C'est la chute. Ça va être marrant. Non, c'est bon, je suis pas tombée. Merci aux propriétaires de l'espace de nous avoir accueillis ce soir. Encore merci d'être venus. J'espère qu'on pourra se retrouver pour la prochaine qui sera en novembre. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Instagram @PerirHQ. Je vous invite à prolonger la soirée de l'autre côté. On a un petit cocktail gratuit pour vous. On a Kéfiz qui vient nous présenter ses sodas fruités, donc c'est sans alcool. Et pour ceux qui ont envie d'un peu de fun, on a des cidres Maison Sassy. Donc bonne soirée à tous. Merci.
Merci.